Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Nous avons parlé dans la troisième partie, soit dans la vidéo précédente, de la première condition qu'avait posée le gouvernement israélien au Maroc pour lui reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental, celui du Maroc qu'occupait l'Espagne. Cette première condition, rappelons-la, exigeait du Maroc la reconnaissance de Jérusalem, toute Jérusalem, est et ouest, comme capitale de l'État d'Israël. Ayant constaté que le Maroc n'était pas du tout disposé à répondre favorablement à cette condition depuis la signature de l'accord tripartite du 22 décembre 2020, et après l'écoulement de 2 années, plus 5 mois et 24 jours, et en désespoir de cause, le gouvernement israélien semblait abandonner la première condition en question en passant à une deuxième exigence dont les prémices avaient manifestement et brusquement pointé dès le 15 juin 2023 avec la visite du ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé, dont nous avons assez parlé dans la deuxième partie de cette série, lors de sa visite officielle au Maroc à la date précitée. Mais c'est 18 jours plus tard que la deuxième condition de l'État d'Israël fut clairement et officiellement exprimée pour la première fois. S'agissant de la deuxième condition, qui consistait à l'établissement préalable des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, avec l'organisation du deuxième forum de Negev au Maroc, contre la reconnaissance de la marocanité du Sahara, là encore, le Maroc se voyait vraiment devant une condition israélienne difficile à accepter, pour des raisons qui compromettraient d'entrée de jeu le rôle que lui assignait l'accord tripartite dans la recherche de la paix au Moyen-Orient via une solution à la question palestinienne conforme au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Citons 2 facteurs essentiels parmi ces raisons. Premièrement, dans le cadre des accords d'Abraham auxquels les États-Unis et Israël sont totalement adhérés en y faisant référence juridiquement, politiquement et diplomatiquement, l'État israélien reconnaît l'intégrité territoriale des États signataires, à savoir les Émirats arabes unis et le royaume de Bahreïn, n'est-ce pas? Et si l'on sait que le premier forum de Negev tenu en Israël n'est que le prolongement diplomatique des accords d'Abraham, comment pouvait-on alors imposer au Maroc la tenue de la deuxième édition du même forum sur son territoire national sans lui reconnaître au préalable son unité territoriale à l'instar des Émirats arabes unis et de Bahreïn? Ce serait, politiquement parlant, et non seulement une attitude de 2 poids 2 mesures, mais un illogisme politico-diplomatique par-dessus le marché. Mieux encore, le Sahara du Negev, où s'est tenu le premier forum auquel a d'ailleurs participé le Maroc, l'on s'en souvient, est reconnu par le Royaume comme partie intégrante et incontestée du territoire israélien. Dans la même dialectique politique, le Sahara occidental marocain, où se tiendrait le deuxième forum de Negev, devrait bénéficier de la même reconnaissance territoriale de la part d'Israël que Negev du côté marocain lors du premier forum. Soit, tout simplement, 2 Saharas mutuellement reconnus dans l'intégrité territoriale de chacun des 2 pays signataires. Deuxièmement, comment l'État d'Israël pourrait-il espérer du Maroc une contribution diplomatique efficace à la recherche d'une solution au conflit l'opposant aux Palestiniens et dont la composante territoriale pour les 2 parties au conflit est aussi importante que celle de la souveraineté, tout en hésitant de reconnaître au Maroc sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Par ailleurs, depuis quand un allié politique dans une alliance d'États se voit-il reconnaître son intégrité territoriale par les autres en refusant ou en tergiversant de reconnaître celle des autres ou de l'un des alliés? Voilà encore un autre illogisme politique auquel le gouvernement israélien aurait dû penser dès la signature de l'accord tripartite. N'en aurait-il pas raccourci considérablement le temps en gagnant beaucoup plus dans ses relations avec Rabat qu'il n'en a réalisé aujourd'hui? Nous venons de révéler d'une manière succincte les 2 conditions israéliennes à l'égard du Maroc pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental.
Nous avons expliqué pourquoi elles étaient inacceptables pour le royaume du Maroc. Donc, deux conditions avons-nous développées, ou exigences israéliennes, qui expliquent cette période non négligeable de plus de 2 années et demie écoulées, sans que l'État d'Israël ne reconnaisse formellement et explicitement la marocanité du Sahara, bien que l'accord tripartite contient une reconnaissance israélienne implicite de cette marocanité, comme nous avons tenté également de l'expliquer dans les 2 vidéos précédentes. Que s'est-il donc passé entre le 3 juillet 2023, où Eli Cohen nous annonçait non sans le feu vert du Premier ministre Netanyahou, et le 17 juillet 2023, date où ce dernier adressa à Sa Majesté Mohammed VI une lettre pour lui annoncer officiellement qu'il reconnaissait enfin, formellement et explicitement, la souveraineté du Maroc sur son Sahara. En somme, pour diverses raisons associées d'ordre géopolitique, économique et géostratégique, sur fond de politique intérieure et politique étrangère, l'urgence extrême de reconnaître la marocanité du Sahara s'est fait ressentir dans les milieux politiques, économiques et intellectuels les plus influents de la société israélienne, diverses tendances idéologiques confondues. S'agissant du cercle élargi des intellectuels en général, dont des centres de recherche ou d'études, limitons-nous à l'une des structures de réflexion les plus représentatives en tête de liste. Israël se doit d'agir avec clarté et détermination afin de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, plaide Jerusalem Center for Public Affairs, Cap de Jérusalem, un centre de recherche israélien indépendant, mais très influent. Et celui qui plaide pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara s'appelle Yechiel Letter, historien et analyste des politiques publiques, dans un article publié le 15 juin 2023, soit le jour même de la visite du ministre de l'Intérieur Moshe Arbel à Rabat, mais interdit de réaffirmer la marocanité du Sahara à l'instar de ses 3 prédécesseurs. Vous vous souvenez bien de cet homme? C'est Eli Cohen. Eddie. Et non Eli. Car Eli Cohen, c'est le ministre des Affaires étrangères israélien. Leurs prénoms, tous les deux, se ressemblent un peu dans leur prononciation. Et leur nom de famille est identique. Cet homme-là donc que vous voyez devant vous, Eli Cohen, dont on a parlé dans la vidéo précédente, la 3e partie, a contribué avec nous à révéler les causes du retard de 30 mois de la reconnaissance d'Israël de la marocanité du Sahara occidental. Il nous revient encore, dans cette 4e et dernière partie, pour nous aider à découvrir les dessous de cette proclamation inattendue du gouvernement de Netanyahou. Sur le chapitre essentiellement politique, après celui des milieux intellectuels que nous venons de voir, ayant exercé leur pression sur le gouvernement israélien. Nous entendons donc ici la politique intérieure ou celle de la politique politicienne tout simplement. En effet, dans un tweet daté du 18 juillet 2023, Eli Cohen nous affirme que certains partis en Israël ont poussé Netanyahou à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara sans la lier directement à un éventuel soutien du royaume aux politiques israéliennes. Et ce, suite à de fortes pressions de faucons du Likoud, parti politique israélien, dont je faisais partie, dit-il, et du ministre du Renseignement de l'époque et actuel ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, sur le gouvernement de Netanyahou pour qu'il ne lie pas la question de Jérusalem à celle du Sahara et qu'il laisse de la marge politique au gouvernement marocain concernant les questions arabes et islamiques. Netanyahou a finalement été convaincu, précise-t-il. Mais les fortes pressions des faucons du Likoud dont nous parle Eli Cohen ne surgissent pas d'une date récente. Elles remontent réellement et plus clairement à l'été 2022, et dont l'ancienne ministre israélienne de l'Intérieur Ayelet Shaked était initialement révélatrice au Maroc lors de sa visite en juin de la même année, en étant la première membre du gouvernement Netanyahou
à reconnaître la marocanité du Sahara publiquement. L'on s'en souvient. En réalité, à cause du Sahara que le Maroc considère comme sa première cause, Netanyahou craignait que le Likoud explose. La scission de son parti au sein du Parlement n'était pas totalement exclue. Ainsi, le témoignage d'Edi Cohen que nous venons d'écouter traduisait la réalité assez discrète au sein du Likoud sur la question du Sahara marocain et qui menaçait le parti du Premier ministre d'éclatement. Mais là encore, Eli Cohen n'était pas Edi Cohen, car tandis que celui-ci faisait un constat d'alarme, le premier, chef de la diplomatie israélienne, lui, exécutait les instructions de son chef, malgré sa réticence, d'où sa déclaration précitée à l'agence Reuters. Parce qu'il estimait, peut-être, que le danger de schisme qu'il voyait venir à petits pas n'était pas si imminent que le percevait Edi Cohen, en raisonnant plus géopolitiquement que diplomatiquement, à l'instar de son chef, et pouvait attendre jusqu'au mois de septembre, et peut-être même après, c'est-à-dire après le Forum Negev 2 au Maroc et l'établissement de relations diplomatiques avec Rabat, comme il l'espérait. Mais tout sera chamboulé 2 semaines plus tard, on l'a vu. Élection législative oblige dans la rivalité pour le pouvoir. Le Premier ministre israélien connaissait bien cette règle de science politique. Il s'y conformait donc le plus naturellement du monde. Le Maroc avait donc avec lui les faucons du Likoud. Et derrière ces derniers, un lobbying solide. Et derrière celui-ci, plus d'1 million de juifs d'origine marocaine. Un nombre que certains portent jusqu'à 2 millions. Voilà le secret d'arrière-plan de la reconnaissance d'Israël de la marocanité du Sahara, soit le fondement des fondements. Vint alors le 3 juillet 2023 que l'on peut considérer comme une date alarmante dans le processus de reprise des relations maroco-israéliennes, car ce jour-là, le 3 juillet 2023, et de la bouche même de son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, voici en rappel les principales informations et les déclarations essentielles du chef de la diplomatie israélienne précité. Écoutons bien. Israël a lié la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain à l'organisation du Forum de Negev au Maroc. Après moult reports, ce forum qui regroupe les pays arabes signataires des accords d'Abraham avec Israël reste suspendu à une décision de Rabat. C'est bien le chef de la diplomatie israélienne qui parle, Eli Cohen, directement titulaire du dossier du Sahara marocain. Écoutons sa déclaration, publiée et commentée par Reuters du 3 juillet 2023. Je cite. La position du gouvernement israélien au sujet de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara sera donnée lors du prochain forum du Negev. Eli Cohen avait précisé ce jour-là que son gouvernement travaille actuellement sur cette question et notre objectif est d'avoir une décision finale. Concentrons-nous encore sur cette dernière phrase de la déclaration du chef de la diplomatie israélienne, en méditant surtout des termes volontairement choisis bien sûr, tels que, je cite, une décision finale. Donc une résolution définitive, mais indéfinie ou non précisée par le ministre, et qui pourrait ne pas être totalement ou forcément similaire à celle des Américains, soit en deçà de la décision américaine, ou similaire ou comparable à l'attitude de la France, par exemple, ou d'un autre pays européen, estimant que le plan d'autonomie est une bonne initiative. Revenons au même terme dans la déclaration d'Eli Cohen. Et notre objectif est d'avoir une décision finale. Quand est-ce? Au forum du Negev, a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie israélienne a de plus ajouté qu'il s'attend à ce que l'événement soit organisé par le Maroc en septembre prochain. En d'autres termes, et d'une manière limpide, le gouvernement israélien ne voulait prendre aucune décision finale au sujet de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara que dans 2 mois. Que s'est-il vraiment passé dans cet intervalle de 14 jours ou 2 semaines seulement pour que le gouvernement israélien changeât diamétralement de position, abandonnant sa réticence, en dissipant le mystère que son ministère des Affaires étrangères semblait vouloir nourrir jusqu'au mois de septembre prochain, avec la certitude apparente que le 2e forum du Negev se tiendrait au Maroc, même avant l'établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.
qui semblait encore moins sûr à pointer à l'horizon. Que s'est-il vraiment passé? Dans cet intervalle de 2 semaines seulement, sauf que la diplomatie marocaine a porté ses fruits. Car, face aux 2 conditions israéliennes que nous avons développées, le roi du Maroc réagissait sereinement, dans la finesse, avec pragmatisme, dans l'esprit politico-religieux que lui dicte son statut de commandeur des croyants, sans légalisme ni rigorisme. Réagissait-il également placidement et posément dans la pondération, conformément à ses devoirs constitutionnels de défenseur de l'intégrité territoriale du royaume et de sa sécurité nationale? S'est-il donc passé entre le 3 juillet 2023 et le 17 juillet 2023, pour 2 semaines seulement, pour que le gouvernement israélien changeât diamétralement de position et décida contre toute attente de reconnaître la marocanité du Sahara? Nous venons d'en découvrir les principales causes, mais il restera toujours, dans la diplomatie officielle de l'État, comme dans la diplomatie parallèle prônée par le chef de l'État, des secrets, si minimes soient-ils, que ne connaîtront que les auteurs, apparents ou discrets, travaillant officieusement, sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette, au service de la patrie, ceux que l'on appelle les soldats de l'ombre, Ainsi s'achève cette série consacrée au processus de reprise des relations israélo-marocaines à partir du 22 décembre 2020. Mais le sujet n'est pas encore épuisé. Il fera encore couler de l'encre. Compte tenu de son importance, ses aspects multidimensionnels au plan juridico-politique et géopolitique dans le cadre d'une coopération bilatérale dont le caractère diplomatique intégral fait encore défaut, paradoxalement. Nous y reviendrons donc avec d'autres vidéos non moins intéressantes, je l'espère.